Résultat du concours direct de recrutement dans la fonction publique, sur 1512 postes, 194 ont été déclarés non pourvus en raison de l'absence de certaines spécialités et la faiblesse des moyens obtenus. L'information a été dévoilée aujourd'hui par le ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions. L'enquête de cette édition avec nos envoyés spéciaux à Gao sera consacrée aux centrales électriques de Gao, Tombouctou et Kidal qui ont été ravitaillées pendant les 10 mois d'occupation à hauteur de 83 millions de francs CFA par le CICR. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Une édition que nous ouvrons avec cet important communiqué de la primature relatif au règlement de la crise au sein des forces armées du Mali. Communiqué lu par Ibrahima Djombélé. Ibrahima Djombélé, bonsoir. Bonsoir Amara. Le contenu de cet important communiqué. Merci, mesdames et messieurs, bonsoir. Voici donc le livret de ce communiqué. En exécution des instructions reçues du président de la République par intérim, le vendredi 8 février 2013, le Premier ministre a rencontré les représentants des forces vives de la nation et la hiérarchie militaire le lundi 11 février 2013, les représentants du 33e régiment des commandos parachutistes RCP le mardi 12 février 2013. Le mercredi 13 février 2013, il a rendu compte au président de la République de ses premières conclusions. Il a estimé notamment que la voie du dialogue n'est pas épuisée. Ainsi, avec l'accord du président de la République, le Premier ministre a poursuivi le processus de dialogue en tentant à nouveau un rapprochement des propositions de sortie de crise formulées par les deux parties. Il a eu plusieurs entretiens le 14 février 2013 avec la hiérarchie militaire d'une part et les représentants de 33e RCP d'autre part. À l'issue de ce processus, le Premier ministre a fait les propositions suivantes au président de la République qui les a approuvées. 1. Les décisions de mutation des éléments du 33e RCP prises par la hiérarchie militaire seront exécutées. 2. Le 33e régiment des commandos parachutistes sera restructuré ainsi qu'il suit. Une compagnie d'instruction sise au camp de Djikoroni Para, 2 compagnies sises respectivement à Gao et à Tombouctou. 3. Les éléments des 2 compagnies de Gao et de Tombouctou seront déployés à Ségou et à Sévaré pour leur mise en condition avant leur engagement dans les opérations. 4. Le ministre de la Défense et des anciens combattants veillera à la mise en œuvre de toutes ces mesures. Celles-ci devront prendre effet au plus tard le 1er mars 2013. C'était donc là le communiqué relatif au règlement de la crise au sein des forces armées du Mali. Amara Malédialo. Ibrahima Djombélé. C'est demain donc que s'ouvrent à N'Djamena au Tchad les travaux de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États sahélio-sahariens SENSAD. Outre l'adoption du projet de traité révisé de l'organisation, il est attendu une déclaration spécifique sur la situation au Mali. Nous retrouverons nos envoyés spéciaux à N'Djamena, Aboubakar Traoré et Amadou Sankaré au cours de cette édition. Les résultats du concours direct de recrutement dans la fonction publique sont disponibles depuis cet après-midi. Sur les 1512 postes à pourvoir, 194 ont été déclarés non pourvus. Des raisons sont invoquées, l'absence sur le marché de certaines spécialités et la faiblesse des moyens obtenus. Et c'est la principale information que l'on retient de la conférence de presse organisée par le ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions. Mohamed Diarra. L'attente a été longue contrairement aux autres années. Les résultats du concours direct de recrutement de la fonction publique sont désormais disponibles. Ils étaient plus de 58 000 candidats pour 1512 postes à pourvoir. À l'arrivée, on note 194 postes non pourvus. Les responsables du ministère de la fonction publique ont rencontré les journalistes pour leur apporter des éclaircissements. 1318 postes ont été pourvus au terme du concours. Le reste des postes non pourvus s'explique en grande partie par les exigences des textes et l'absence de diplôme sur le marché concernant certaines spécialités demandées. Donc aussi, le concours a été ouvert pour une spécialité qui n'est pas sur le marché, pas de candidats, le poste il va sans dire il reste vacant. Et les exigences des textes, c'est quoi? Les exigences des textes sont relatives surtout à la moyenne. Pour être retenu, il faut avoir la moyenne. Rappelons que le concours, ce n'est pas une simple sélection, c'est pour prendre les meilleurs qui doivent répondre à des exigences des postes bien déterminés. La plupart de ces derniers ont eu des moyennes en dessous de 10.
Pour les ministres Mamadou Namouri Traoré, cela n'est guère surprenant et fait partie des règles du jeu. Et le ministre de féliciter des conditions d'organisation du concours. S'il y a 58 000 candidats et 1500 ou moins, peut-être moins d'après ce qu'on m'a dit, ça veut dire que c'est vraiment les meilleurs qui ont été choisis. Ceci donc est le résultat de tout un processus qui a consisté d'abord à publier les emplois, ensuite à permettre à tous ceux qui peuvent prétendre à ces emplois à postuler. Autre nouveauté dans ce recrutement, c'est la participation au concours des personnes handicapées, ce qui n'était pas le cas pour les années passées. On a tenu à ce que tous les handicapés participent au concours. Je l'ai rappelé parce que la pratique qui existe, ou qui existait jusque-là, c'était de recruter les handicapés hors concours. Et certains ont participé. Je peux même anticiper pour dire que certains sont même admissibles, puisqu'effectivement, ils ont prouvé qu'ils méritaient leur diplôme. Ces nouvelles dispositions ont pour but, selon les conférenciers, de parvenir à une administration forte, efficace au service des usagers. À préciser que les résultats sont disponibles sur le site www.fonctionpublique.gov.ml. Voilà, vous venez donc de le suivre. Le ministère du Travail, de la Fonction publique et des relations avec les institutions a procédé cet après-midi à la publication des résultats du concours direct de recrutement dans la fonction publique. Les résultats complets de ces concours seront diffusés demain samedi 16 février 2013 à partir de 9h30 précise en synchronisation sur la chaîne nationale et la chaîne 2. Lancement cet après-midi au ministère en charge de l'administration territoriale de programmes relatifs à la participation des collectivités à la gestion et à la sortie de crise. Ces programmes contribueront à instaurer un climat de confiance et permettront à l'État et ses partenaires d'apporter aux populations la sécurité et l'assurance dont elles ont besoin. La démarche a été approuvée par les pays amis du Mali. Adam Adjimde. Ils sont présidents des conseils de cercle, préfets, maires des communes de la région, chefs de services régionaux, représentants des syndicats et de la société civile à prendre part à cette rencontre. Un cadre consacré dans un premier temps à la situation des dons en faveur des forces armées et de sécurité. Pour la seule journée d'aujourd'hui, nous sommes à plus de 51 millions de contributions en espèces. Et quand on ajoute à cela les autres contributions faites la semaine dernière, nous sommes autour de 70 millions. Au nombre des donations, les cercles de Bandiagara, Banka, Sokoro et Mopti ont respectivement apporté 10 068 000 francs, 7 183 000 francs, 16 144 000 et 13 577 000 francs CFA, sans compter les contributions en nature. Djené, qui avait apporté plus de 15 millions la semaine dernière, a encore donné 3 millions de francs CFA. À ces différentes contributions, il faut ajouter 10 millions pour le secteur privé, 1 400 000 francs pour l'Union des coopératives des pêcheurs, 1 million pour le conseil régional et plusieurs autres donations individuelles. Si chacun de ces citoyens avait la possibilité de donner à titre individuel 1 milliard de francs CFA, il l'aurait fait pour la patrie. En réalité, depuis le début de cette situation, les contributions n'ont pas fait défaut. Aussi, je voudrais vous rassurer que les forces armées et de sécurité en sont reconnaissantes. Un autre temps fort de cette rencontre, c'est la signature d'engagement avec les syndicats de travailleurs, notamment l'UNTM, les syndicats de l'enseignement secondaire et la CSTM. Un engagement qui a pour objet le prélèvement des contributions sur les salaires du mois de février. Voilà une erreur d'aiguillage, c'était plutôt le reportage de Yacouba Maïga en 5e région sur les contributions à l'effort de guerre qui à la date d'aujourd'hui sont estimées en espèces et en nature à plus de 100 millions de francs CFA. Le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, a déboursé plus de 83 millions de francs CFA pendant les 10 mois sous occupation pour ravitailler les centrales électriques de Gao, Tombouctou et Kidal qui ont permis aux populations d'avoir de l'eau potable et de l'électricité pendant cette période. Suivant cette enquête de nos envoyés spéciaux à Gao, Daouda Sidiki Diara et Massa Doumbia. L'entreprise portugaise RC Construction et le projet d'appui pour la mise en œuvre du contrat plan avaient vu leur élan brisé par l'attaque de Diabali. Fort heureusement, l'espoir renaît pour la reprise des travaux dans une dizaine de jours. C'est là grâce aux efforts des forces armées de sécurité du Mali et leurs alliés qui ont permis de traquer les djihadistes pour rendre les lieux plus sécurisés pour nos entreprises. Le chantier doit reprendre dans une dizaine de jours. Et la reprise du chantier va nécessiter beaucoup de mouvements d'engins.
beaucoup de déplacements des cadres expatriés. Et donc nous étions là pour discuter avec le commandement militaire pour voir les conditions sécuritaires, prendre les consignes et aussi donner les préoccupations par rapport aux exigences du chantier. Les entreprises se disent satisfaites du renforcement du dispositif sécuritaire entrepris par les chefs militaires du fuseau Ouest. Comme nous avons notre base sociale à Marcala, nous avons de traverser tous les jours le pont. Nous avons venu ici à parler avec le commandant pour demander que ce passage c'est facilité par les militaires. Nous nous ont présenté une solution que pour nous c'est très raisonnable. Et nous sommes contents avec Les travaux dont la reprise se négocie dans un climat de quiétude après la période de turbulence dans le secteur de Diabali concernent l'aménagement de 2500 hectares à Bewani et la construction d'un grand collecteur à Nyono. Voilà, dites-moi les machines qui nous jouent un vilain tour. On va espérer que tout cela va rentrer dans l'ordre. C'était plutôt l'élément du capitaine Sibiri Konaté avec la voix de Bré Makone relatif à la bonne nouvelle pour les entreprises intervenant dans le fuseau ouest. Les travaux qui reprennent donc, c'est ce qui ressort d'un entretien entre les responsables du projet d'appui pour la mise en œuvre du contrat plan Office du Niger, ceux de l'entreprise portugaise RC Construction et les chefs militaires du fuseau ouest. On va donc poursuivre cette édition avec, bien entendu, cet élément de Adama Kodjo, ou Adama Jimde, voilà justement, un élément qui va arriver. Et résultat donc, lancement cet après-midi au ministère en charge de l'administration territoriale des programmes relatifs à la participation des collectivités à la gestion et à la sortie de crise. Ces programmes contribueront à instaurer un climat de confiance et permettront à l'État et ses partenaires d'apporter aux populations la sécurité et l'assurance dont elles ont besoin. La démarche a été approuvée par les pays amis du Mali. Adama Jimde. La crise que traverse notre pays inquiète les nationaux aussi bien que les pays amis du Mali. C'est ce qui justifie le lancement de programmes relatifs à la participation des collectivités territoriales à la gestion et à la résolution de cette crise. Une manière pour ces entités locales de jouer à fond leur partition pour la pacification de la nation. La cérémonie a été mise à profit par le président de l'Association des municipalités du Mali pour présenter le plan d'action d'urgence approuvé par le département. Le département de l'administration territoriale marque ici, au cours de cette cérémonie, son adhésion totale à ce projet qui est en parfaite harmonie avec la feuille de route du gouvernement sur ces aspects liés à la gestion de la crise, et le département apportera bien évidemment tout le soutien nécessaire à sa mise en œuvre. Les partenaires qui étaient en nombre ont donné leur cursus à la mise en route de la locomotive. On est vraiment unanime que le double objectif de tout cela, c'est-à-dire amener la paix, la reconstruction sociale et culturelle, qui est la base de la vie commune, comme vous avez bien dit, et en même temps la reconstruction de tous les dégâts qui ont été faits. Je félicite les collectivités et l'État malien de mettre choses communes dans ce sens pour donner, comme vous avez dit, un nouveau souffle à la décentralisation. Le Premier ministre Ag Amani, le ministre en charge de la fonction publique et le président du Haut Conseil des collectivités ont tous magnifié le bien fondé de cette initiative. Au cours de cette rencontre, il a été également procédé à l'installation des membres du comité de suivi des recommandations sur la gestion de la crise. S'aligner derrière les couleurs nationales et soutenir l'armée malienne dans sa mission, c'est l'idée essentielle de l'initiative Devoir vis-à-vis de la nation, dont les activités viennent d'être lancées ici à Bamako. Les organisateurs de l'initiative entendent ainsi apporter leur contribution dans le recouvrement de l'intégrité territoriale du pays. Pour ce faire, un drapeau témoin est mis en marche jusqu'à la libération totale des zones occupées. Adama Koudjo. Un palier supplémentaire franchi dans le soutien à l'armée dans sa mission de lutte contre les groupes armés qui ont agressé le pays. L'initiative Devoir vis-à-vis de la nation veut un réveil de conscience générale dans le respect des couleurs nationales. Le but est d'accompagner nos forces de défense et de sécurité jusqu'à la libération totale des territoires occupés par les terroristes et autres groupes armés. Personne n'est au-dessus de notre drapeau. Nous avons initié ce qu'on appelle le drapeau témoin. C'est un drapeau que nous allons remettre après la fin de chaque édition à une autre personnalité pour assurer la bonne marche de cette initiative. La fin
ne peut être signalé que le jour où le président de la République, en personne, déclare la victoire, déclare la libération totale de notre pays. Le respect des couleurs nationales est une reconnaissance de son appartenance et de son amour pour le pays. C'est la conviction du parrain de l'événement, à savoir le guide spirituel de l'association Ansardine International. Il a critiqué le comportement des terroristes qui utilisent le nom de l'islam pour tuer des musulmans. Nous sommes tous des Maliens citoyens. Obligatoirement, on doit aider notre pays et notre armée. Bon, notre drapeau ici, c'est notre symbole. Hein. Bon, vraiment, on est là pour notre drapeau et puis notre pays aussi. On est fiers aussi qu'on est malien. Le drapeau dans l'islam, ça veut dire beaucoup de choses. Parce que même le prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam, il avait des drapeaux. Au Mali ici, nous devons aider et faire tout devant notre drapeau et respecter. Au cours de la cérémonie, l'assistance a été édifiée sur la notion de drapeau et les différentes significations des couleurs nationales. Un drapeau témoin en marche a été remis au parrain qui, à son tour, l'a passé à l'honorable Wali Jawara. Voilà, nous vous le disions en début de journal, c'est demain que s'ouvrent à N'Djamena au Tchad les travaux de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États sahélio-sahariens, SENSAD. Outre l'adoption du projet de traité révisé de l'organisation, il est attendu une déclaration spécifique sur la situation au Mali. Envoyé spécial à N'Djamena, Bokar Traoré, Amadou Sankari. Le président de la République par intérim, professeur John Kounda Traoré, ce vendredi à l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena. À l'accueil, son homologue Idriss Déby Itno du Tchad. Le président Traoré est venu prendre part aux côtés de ses pairs de la communauté des États sahélo-sahariens SENSAD à la session extraordinaire des chefs d'État de l'organisation qui s'ouvre ce samedi dans la capitale tchadienne. Déjà, les ministres des Affaires étrangères ont travaillé sur plusieurs sujets intéressant la vie de l'organisation sous-régionale. Nous avons travaillé au niveau du conseil exécutif, qui est l'instance ministérielle et qui, elle, a été précédée par les travaux des experts. Donc, il s'agit pour les chefs d'État de procéder à l'adoption et à la signature du traité de la SENSAD révisé. Donc, évidemment, cela comporte un certain nombre d'innovations et de compléments. Car vous savez que cette organisation était en panne par rapport à certaines règles de fonctionnement. On a adopté le règlement intérieur du Conseil exécutif, celui de la conférence des chefs d'État. On a adopté aussi le règlement financier pour établir les procédures administratives et financières de l'organisation. Outre cette question, la sécurité dans la bande sahélo-saharienne sera abordée au moment où le Mali et ses partenaires sont en guerre contre le terrorisme. Et c'est dans ce cadre que le Tchad a un important contingent au Mali. On travaillait aussi sur les questions de paix et de sécurité. Au niveau du Conseil exécutif, notamment une déclaration concernant les enjeux sécuritaires dans la bande sahélo-saharienne et une déclaration spécifique concernant le Mali. Compte tenu des difficultés auxquelles le Mali fait face aujourd'hui, c'est une organisation qui est, on va dire, parfaitement adéquate pour discuter des problèmes actuels. Car ce qui se passe au Mali, c'est un peu en miniature les enjeux de l'ensemble de la bande sahélo-saharienne. Tous les pays de cet espace-là sont peu ou prou soumis à certaines difficultés et peut-être menacés par ce qui se passe chez nous. Donc c'est un rassemblement qui est indiqué pour discuter de ces problèmes, prendre des décisions et organiser ensemble notre sécurité collective. Déjà, plusieurs chefs d'État sont arrivés ici à N'Djamena pour la conférence. Les travaux du séminaire international sur la bonne gouvernance, l'éthique et télécom au service du développement durable ont pris fin à la pyramide du souvenir. Les participants ont pu renforcer leur capacité en matière d'utilisation des réseaux sociaux. Des participants d'ailleurs satisfaits des 6 jours de formation et qui ont souhaité l'élargissement de la formation à d'autres agents. Agali Agissa. Les technologies d'information et de communication TIC au service de tous. C'est l'objectif visé par l'ONG Tilwat International en organisant cette formation de 6 jours à l'intention des cadres des services publics et privés. Une formation qui s'est déroulée dans les règles de l'art. C'est un outil qui permet non seulement de partager les renseignements, non seulement de savoir
donner de l'information, mais aussi en plus de savoir travailler de façon partagée, de façon mutualisée. Je voudrais que de temps en temps, on travaille sur ces modules-là et puis on organise des fois des genres de séminaires pour qu'on puisse développer l'outil informatique. Cette formation qui contribue à la préservation de l'environnement cadre bien avec la politique nationale en matière de protection de l'environnement. Chaque acteur doit devenir un éco-citoyen, c'est-à-dire un citoyen éco-responsable, mondialisé. C'est ainsi que ce citoyen consommera, générera et communiquera de l'information. Dans la perspective du développement durable, notre pays s'est engagé dans la conception et la mise en œuvre d'une plateforme de gouvernance d'administration pour améliorer le fonctionnement de notre administration, pour sa bonne gouvernance et pour la gestion durable de nos ressources. L'ONG Tilouat International, qui œuvre pour la cohésion sociale, entend organiser d'autres séminaires sur l'usage d'éthique à l'intention d'autres acteurs sociaux. Malgré le contexte difficile de cette année, l'Office du périmètre irrigué de Baguinda au PIB a produit plus de 13 300 tonnes de riz, soit un taux de 97%. Et pour la campagne à venir, l'Office entend atteindre une production céréalière de plus de 25 900 tonnes. Ces déclarations sont faites par les administrateurs de l'OPIB qui se sont réunis pour la 6e fois en conseil d'administration. Tiemogo Sagara. Pour cette 6e rencontre, les administrateurs de l'OPIB vont examiner le programme d'activité de la campagne agricole 2013-2014 et son avant-projet de budget. Ils examineront aussi le rapport de la campagne écoulée, campagne qui a enregistré un excédent commercialisable de plus de 1700 tonnes en dépit de la crise. Les efforts déployés par les acteurs ont permis d'obtenir une production rizicole de 13 307 tonnes, soit un taux de réalisation de 87%. La production céréale totale estimée à 17 692 tonnes a enregistré un taux d'accroissement de 1,04% par rapport à la campagne 2011-2012. Il est heureux de constater que cette production couvre les besoins de consommation de la zone et dégage un excédent commercial. Pour la campagne 2013-2014, l'Office de périmètre irrigué de Baguineda au PIB vise une production céréalière de plus de 25 930 tonnes. Les producteurs se sont engagés parce que le gouvernement va donner la subvention, parce qu'il y aura l'irrigation pour aussi cette fois-ci, aussi en 2013, pour qu'il y ait augmentation, pour que le revenu du producteur soit augmenté. En ce qui concerne le budget de 2013, alors, il y a eu diminution, mais le budget sera essentiellement axé sur l'investissement. L'investissement sera de l'ordre de 60% par rapport à l'année dernière. Cette année, le budget sera de l'ordre de 2,1 milliards. C'est pourquoi les administrateurs de l'OPIB analyseront des thématiques comme la contribution de l'agriculture à la réduction de la pauvreté, l'emploi des jeunes, la gestion des périmètres irrigués et du foncier, la sécurisation des intrants et la mise en place d'un système national de conseil agricole. Le projet Initiative Eau et Sécurité Alimentaire tient la 2e session de son comité de pilotage. La réorientation des actions et la prolongation de la durée du projet demeurent les principaux défis des responsables qui planchent sur les documents de base de 2012 et les plans d'action pour 2013. Aloussine Touré. Le projet Initiative Eau et Sécurité Alimentaire est financé par le Royaume d'Espagne à hauteur de plus de 6 millions de dollars des États-Unis. Il est exécuté par la FAO et se fixe 2 objectifs, à savoir la maîtrise de l'eau et la sécurité alimentaire. Pour y parvenir, le projet réalise notamment des petits périmètres villageois, des petits périmètres maraîchers, l'appui à l'agriculture, l'installation des systèmes d'exor d'eau, la formation des groupements de producteurs. Le bien fondé des projets ISA au regard des attentes des populations n'est plus à démontrer. Ces projets s'inscrivent en droite ligne dans la politique et stratégie de sécurité alimentaire et de réduction de la pauvreté par la maîtrise de l'eau pour une agriculture intensive et diversifiée. D'autre part, il est actuellement connu de tous que la maîtrise de l'eau se trouve au cœur de la problématique du développement rural au Sahel.
Le projet IESA apparaît donc comme une véritable bouée de sauvetage pour les populations bénéficiaires de certaines communes vulnérables des régions de Koulikoro, Gao et Mopti. Cette deuxième session du comité de pilotage intervient à un moment où les administrateurs travaillent à une réorientation des actions en vue de consolider les acquis. Les principales réalisations du projet se résument comme suite. 2 périmètres irrigués villageois de 35 hectares ont été aménagés. 8 groupes motopompes pour l'irrigation des périmètres villageois ont été fournis aux producteurs. 7 micro-barrages ayant permis l'aménagement de 70 hectares de bas-fonds ont été construits. La consolidation des acquis du projet se concrétisera certainement à travers une éventuelle prolongation de ces activités. La Cité des enfants a tenu la 18e session de son conseil d'administration. Ordre du jour et examen, adoption du budget 2013, bilan des activités réalisées et perspectives pour 2013. Le budget de l'année écoulée était estimé à 615 millions de francs CFA. Fatoumata Kone. La Cité des enfants avait un budget de près de 615 millions de francs CFA pour 2012. Avec cette somme, la structure a pu mener des activités de grande audience. Il s'agit de la mise en place d'un centre d'écoute en faveur des déficients auditifs et visuels, un centre pour jeunes et enfants travailleurs, ainsi que pour les mineurs du centre de Bolé. Autre réalisation en 2012, la tenue des journées thématiques et sportives, l'organisation de la Semaine nationale des enfants. Cette année, le budget a été revu à la baisse. Les administrateurs l'ont signalé au cours de cette 18e session. Malgré cela, ils se sont fixés des objectifs à relever pour 2013. Pour 2013, en perspective, on a décidé de reconduire toutes les activités 2012 qu'on n'a pas pu réaliser pour 2013 et réajuster en fonction du budget. Notre préoccupation majeure depuis quelques années déjà reste l'achèvement de la Cité des enfants. Pour relever ce défi, nous ne devons occulter aucune piste, y compris la possibilité d'établissement de conventions avec le secteur privé. La Cité des enfants a pour mission de promouvoir l'encadrement des enfants, le loisir, la liberté. Elle est conçue pour faciliter le respect des conventions ratifiées par notre pays. La directrice de la Cité des enfants dira au cours de cette 18e session qu'elle compte sur l'appui des partenaires techniques et financiers pour mieux exercer la mission première de sa structure. L'association Mamadou Sakho ORL à Torino-Laryngologie a commémoré le 16e anniversaire de la disparition de son parrain dans le cercle de Djema en première région. Malgré la situation sécuritaire que connaît notre pays, l'association a pu s'acquitter de ses obligations en faveur du monde rural. Il s'agit de la prise en charge des malades ORL qui ont difficilement accès aux soins de santé. La Massa ORL en a fait son credo depuis plus de 6 ans. Les consultations et traitements effectués dans les villages de Djema et d'Ampa Diarisso ont été suivis par nos envoyés spéciaux Mamoudou Sidibé et Adama Diakité. Il y avait matière à commenter dans le centre de santé de référence de Djema ce mercredi, où l'association Mamadou Sakho ORL faisait ses consultations. À la grande surprise des populations, cette consultation ORL a permis d'extraire des corps étrangers. C'est le cas de la petite Rabat Traoré qui était devenu inquiétant pour les parents. Cette année, nous avons axé notre thème sur le renforcement de la santé communautaire ORL. Donc l'action communautaire ORL, nous retournons donc à Bamako, vraiment satisfaits. Les populations ont bénéficié de soins adéquats en ORL et je crois que les communautés aussi ont eu des informations sur les problèmes de santé ORL, leur prévention. Après Djema, le passage de l'équipe de consultation à Dampa Diarisso a suscité beaucoup d'engouement pour les populations. Cette grande agglomération située à environ 11 km à l'est de Djema ne dispose d'aucune structure sanitaire. Là aussi, plusieurs patients ont longtemps gardé des corps étrangers capables de provoquer des lésions locales. Il fallait donc qu'on vienne vers nos populations et donner des messages sains sur les problèmes de santé ORL, afin que ces problèmes-là soient bien gérés à leur niveau et se faire référer à temps pour éviter les complications de ces maladies-là. Cette année, situation sécuritaire oblige, le renforcement de l'action communautaire dans la prise en charge des maladies ORL a pris le pas sur la traditionnelle formation du personnel des centres de santé communautaires. C'est là en s'appuyant sur la promotion de l'éducation et la prévention en santé ORL.
Fin cet après-midi du colloque de Ségou, la cérémonie de clôture qui était présidée par le ministre de la Culture a été marquée par la visite des œuvres de plusieurs artistes nationaux et internationaux qui avaient pris part à ce colloque qui s'inscrit dans le cadre du festival sur le Niger. Kandesila. La question de la gouvernance est indissociable au lien culturel qui sous-tend les politiques globales. C'est conscient de cette adéquation que le Centre culturel Corée de Ségou a initié ce colloque international. Un colloque dont le thème a été donné par le vernissage de la réplique du monument El Farouk. Un clin d'œil à Tombouctou. Nous voulons reconstituer Tombouctou en miniature avec quelques symboliques très fortes. Juste un élan de cœur à l'endroit de nos populations du Nord pour dire qu'on est ensemble, pour dire que nous sommes le même peuple, pour surtout promouvoir la diversité culturelle et la cohésion sociale. Le parallèle est donc trouvé pour créer un cadre de réflexion et d'échange entre l'intelligentsia malienne, africaine et de la diaspora sur le rôle prépondérant de l'art face à l'idéologie du développement. Pendant longtemps, on nous a fait croire que l'essentiel était de rattraper notre retard, qui est un retard économique, qui est un déficit technologique, etc. Et que les expressions artistiques n'étaient pas l'essentiel. Il s'agit de montrer qu'au contraire, vu la valeur de ces expressions artistiques en termes de moteur, de moyens de construction de l'homme, en termes de valeur, d'identité, de moyens de transformer son être, donc c'est un élément essentiel. Un autre thème développé au cours de cette première journée est « Quelle gouvernance pour l'Afrique ?» À travers ce thème, Mamadou Ndiaye, un chercheur malien, s'est appesanti sur les défis majeurs, les périls et les perspectives de la gouvernance. Ce communiqué avant de poursuivre, l'Union des créateurs et entrepreneurs du cinéma et de l'audiovisuel de l'Afrique de l'Ouest, UCKO, et Cissé Filimou invite la presse nationale et internationale ainsi que l'équipe du tournage du film et tous les professionnels du cinéma à assister à la projection du film Mounoukan de Soussawa Cissé, placé sous la présidence des ministres de la Culture Bruno Maïga, ministre de la Communication Manga Dambélé et de l'Artisanat et du Tourisme Yaya Aga Mohamed Ali. La projection aura lieu demain samedi 16 février 2013 à l'Hôtel de l'Amitié à partir de 20h. Le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, a déboursé plus de 83 millions de francs CFA pendant les 10 mois sous occupation pour ravitailler les centrales électriques de Gao, Tombouctou et Kidal qui ont permis aux populations d'avoir de l'eau potable et de l'électricité pendant cette période. Suivant cette enquête de nos envoyés spéciaux à Gao, Daouda Sidiki Diara et Mansa Doumbia. Le Comité international de la Croix-Rouge au chevet des populations du Nord sous occupation des terroristes. Durant 10 mois, le CICR a assuré l'alimentation des villes de Gao, Tombouctou et Kidal en courant électrique. Cette structure humanitaire, dans le même ordre d'idée, a permis aux stations de pompage de ces villes d'approvisionner les populations en eau potable. Avec le conflit, il y a eu des mouvements de populations déplacées, mais aussi avec le départ des services techniques de l'État, il y avait des problèmes d'eau et d'électricité. Donc le CICR a essayé de parer au plus pressé. Pour réussir ce projet, le CICR a fourni plus d'1,5 million de litres de gasoil aux différentes centrales. Objectif, faire fonctionner les groupes électrogènes. Depuis le 7 avril jusqu'à nos jours, le CICR continue à nous livrer du carburant. Pour qu'on puisse produire l'eau et l'électricité, il faut quoi? Il faut du carburant. Le courant est distribué de façon ponctuelle dans les villes de Tombouctou et Kidal. Par contre, dans la cité des Askia, la distribution se fait de façon continue. Les populations sont ravitaillées en eau potable chaque jour de 8h à 16h et de 18h à 21h. Elles ont du courant électrique de 18h à 23h. Le CICR, elle nous assistait aussi dans les équipements, tout ce qui nous manquait en équipement. Sans le CICR, la vie serait impossible à Gao. Le CICR, depuis le 6 avril, a déjà commencé à nous fournir de l'eau du carburant pour l'eau et l'électricité. Pendant l'occupation, l'hôpital de Gao a été la cible des vandales. Aujourd'hui, 60% des baies filtrées et le bloc opératoire ont été réhabilités par le CICR. Le CICR est présent à l'hôpital de Gao depuis le mois de mai 2012 jusqu'à présent à travers un programme d'appui à l'hôpital. C'est à partir du mois de mai qu'on a eu un protocole d'accord entre le CICR et l'action humanitaire.
Et ce protocole d'accord était pour une durée d'exécution de 6 mois et qui a été bien sûr prolongé. Ça portait sur 3 axes. D'abord, l'approvisionnement et la fourniture en intrants et médicaments, la réhabilitation des infrastructures et en troisième lieu, la prise en charge du personnel volontaire. Le CICR assure la gestion des déchets solides et liquides de l'hôpital. À celle-ci, il faut ajouter l'entretien de ces 3 générateurs. Un stock de sécurité de 3000 litres est toujours disponible pour le fonctionnement des groupes électrogènes en cas de coupure d'électricité. Sport du football dans cette édition, le week-end qui sera marqué en Afrique par les compétitions africaines des clubs. Nos 2 représentants d'Union sportive de Bougouni et les 11 créateurs de Nyarela seront également sur les terrains. Ainsi, demain samedi, les 11 créateurs feront leur première sortie continentale face au Stella Club d'Abidjan au compte des matchs allés du tour préliminaire de la Coupe CAF. Aldjumatina. Finalistes de la Coupe du Mali en 2012, les 11 créateurs représentent pour la première fois de leur histoire le Mali en Coupe de la Confédération. Un honneur pour les pensionnaires de Nyarela qui piaffent d'impatience tant l'enjeu est excitant. Capital pour l'équipe de 11 créateurs d'aller à cette compétition et pour ne pas être un simple figurant. C'est vrai, c'est une première expérience. Prends le cas du Léopard qui est venu à bout de la Coupe CAF. Je pense que avec un peu plus de sérieux et quand même de rigueur, cette équipe pourra faire quelque chose, un parcours très honorable. Le Stella Club d'Adjamé constitue cependant le premier obstacle pour les créateurs. Certes, le représentant ivoirien s'est offert la 49e édition de la Coupe de Côte d'Ivoire, mais n'est pas rayonnant actuellement. Après 13 journées de championnat, il compte 4 victoires, 5 nuls, 4 défaites, 11 buts marqués, 10 encaissés. Le coup est donc jouable pour les 11 créateurs qui entendent surtout réussir leur baptême du feu. Le parcours aussi du Stella Club d'Abidjan qui n'est pas une foudre de guerre. C'est une équipe quand même qui a fait parler d'elle sur l'échiquier continental. Mais qu'à cela nous tienne, je pense que le 11 créateurs avec l'effectif que nous avions et puis vu le parcours qu'on a eu en fin de saison dernière et cette année, je pense que nous allons à 50-50 et que ça va se jouer sur des détails. C'est avec confiance et détermination que les nôtres s'apprêtent à aborder leur rencontre allée du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. C'est samedi à 15h30 au stade Robert Chambrou en Côte d'Ivoire face au Stella Club. Voilà, c'est tout pour cette édition qui aura connu quelques couacs. Nous nous en excusons. Vous retrouverez Mohamed Touré pour l'édition de 13h demain et Awoy Touré sera sur ce plateau pour la grande édition du soir. N'oublions pas de soutenir nos forces armées et tous leurs alliés pour la totale reconquête de notre territoire national et la quiétude de nos populations souffrant de cette situation. Merci et bonsoir.